Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enavis, principalement sur Instagram et Ravelry. Et je suis également la teinturière derrière la marque de laine Le Bruit des Aiguilles. Si j'ai une petite mine ou une petite voix, c'est qu'en fait je viens de me réveiller d'une sieste et je me suis dit allez c'est maintenant, on s'y met, j'ai un très gros podcast à filmer aujourd'hui. J'ai fait les notes ce matin et j'ai déjà 5 pages de notes. Mais pour commencer, bonne année puisque j'enregistre ce podcast le 3 janvier 2020. Je n'ai pas du tout réussi à tourner de podcast en décembre. Principalement parce qu'au début du mois j'ai pas mal bossé et ensuite j'ai beaucoup tricoté. Et voilà, en fait j'ai pas tourné. Mais c'est pas grave, ça veut dire que j'ai plein de choses à vous montrer alors que je me dépatouille avec mon carnet. Donc voilà, le but c'était en décembre, c'était de terminer les cadeaux de Noël que j'avais prévus. J'avais commencé un petit peu à vous en parler déjà dans les podcasts de novembre et même d'avant. Et donc on va voir si le contrat a été rempli. Évidemment, comme ce sont des cadeaux de Noël, je les ai déjà offerts, je les ai pas avec moi, donc je vais essayer de vous montrer le peu de photos que j'ai pris. Pour illustrer tout ça, on va s'y faire. Pour commencer, j'avais une... Pardon. J'avais une paire de chaussettes que je voulais tricoter, que j'ai tricoté dans une base, dans mes laines à moi, mais une base que je n'avais pas en fait étiquetée, donc c'était pas de la 85-15, enfin, c'était pas une base habituelle, dans un coloris qui était lui aussi complètement random. Donc c'est vrai que je pouvais pas vraiment vendre cette boulette, et donc j'en ai fait des chaussettes pour ma belle-sœur. Le coloris lui a beaucoup plu, voilà. Comme toujours, quand je fais des chaussettes, j'utilise le talon du patron Day of Socks de Jessica Gore. Ensuite, j'ai terminé le Sirius de Camille Avad, qui est au départ un pull que j'ai décidé de sticker. C'était mon objectif de l'année. Je voulais sticker un projet, donc ça a été un cadeau de Noël. Ce qui en soi était peut-être pas une extrêmement bonne idée en termes de stress, de niveau de stress. Mais bon. Le Sirius, je l'ai tricoté dans la Ulysse de Dererum Natura. J'ai utilisé les coloris goéland, doré, cyprès et poivre blanc. Alors là c'est vraiment un projet que j'aurais aimé pouvoir vous montrer une fois terminé, parce que je pense que c'est le projet où j'ai le plus travaillé sur les finitions. Les finitions, c'est pas un truc qui me plaît énormément à faire en tricot, fonction tricot ou en quoi que ce soit en fait. Et là en fait il n'y avait pas le choix. Déjà j'avais très mal commencé puisque j'avais pas bien lu mes notes, j'avais pris des notes de ce que ma belle-sœur m'avait dit, de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle ne voulait pas en gros. Et elle m'avait précisé une largeur de côte que moi je n'avais pas du tout respectée. J'avais suivi en fait ce que me disait le patron, et donc il a fallu un moment que je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte une fois que j'avais fini le corps, je crois, un truc dans le genre. Donc je m'étais dit c'est pas grave, j'ai relevé les mailles au niveau du début du corps et je vais couper mon col et je vais en tricoter un nouveau. Sauf que ça s'est très mal passé. Et ça se détricotait mal, il y a eu... il me semble qu'en fait, juste après... C'était des côtes torse, donc déjà, relever ses mailles dans des côtes torse, j'ai pas trouvé ça extrêmement pratique. Et juste après, on commençait des rangs raccourcis. Ce qui fait qu'il a fallu relever les mailles dans les rangs raccourcis, c'était pas le truc le plus fun au monde. Et il y a des endroits où, en fait, si je continuais à m'acharner à essayer de détricoter, j'allais avoir des trous. Donc j'ai décidé de laisser tel quel pour limiter en fait les dégâts. J'ai retricoté mon col comme je le voulais et je m'étais dit comme de toute façon je vais poser un ruban pour cacher mon stick, je poserai aussi un ruban au niveau du col, ça bloquera ces mailles là et comme c'est une laine rustique en fait ça se détrique, ça s'effilochait pas quoi. Et j'ai
j'ai fait une vidéo du stick en lui-même, donc je vais essayer de vous l'insérer ici parce que j'ai encore rien monté, j'ai vraiment rien fait niveau vidéo en décembre. Du coup, j'ai fait un renfort au crochet, principalement parce qu'en fait j'avais la flemme de sortir ma machine à coudre. Et j'avais peur de soit de trop étirer le projet, soit de trop... Enfin, j'étais pas extrêmement à l'aise avec le fait de le faire à la machine. Et en fait, je suis plutôt contente de l'avoir fait au crochet parce que maille par maille, j'ai vraiment compris quelle partie des mailles on renforçait, du coup, quel endroit il fallait couper. En fait, dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais je pensais qu'on renforçait... Moi, mon stick, il était sur... J'avais rajouté 5 mailles. Je parle d'un stick depuis tout à l'heure, mais si les gens ne savent pas ce que c'est la méthode où on coupe en deux son projet pour en faire un gilet. Et donc pour ça, en fait, on inclut des mailles en plus du modèle pour avoir de la marge, pour couper et pour relever les mailles pour faire les pattes de boutonnage. Donc bref, moi j'avais rajouté 5 mailles et dans ma tête, j'étais persuadée qu'en fait, on venait renforcer la maille 2 et 4 et qu'on venait couper au milieu de la maille 3. Et en fait, c'est pas ça du tout. Avec le crochet, on renforce la maille, le brin. Juste après la sieste, là, c'est un petit peu compliqué d'expliquer tout ça. Mais en fait, on renforce le brin droit de la maille 2 et le brin gauche de la maille 3. Et le brin, donc en fait on les joint ensemble avec avec le renfort au crochet, et on fait de même en fait avec la maille droite, le brin droit de la maille 3 avec le brin gauche de la maille 4, ce qui fait qu'en fait on vient donc ça vient en fait serrer ces mailles qui normalement ne sont pas ensemble, puisque en fait on vient serrer ces parties là. Et ça délimite en fait très clairement l'endroit où il faut couper au milieu. On a vraiment les brins qu'il faut couper. Tout ça pour ça. Mais voilà, ça j'essaierai de vous le montrer dans le... Alors, tout s'est relativement bien passé. Ça s'est bien passé quand j'ai coupé. Il n'y a pas eu de souci. Par contre, je pense que j'avais mal fait mon renfort à un certain endroit au niveau du jacquard. Et où j'ai eu un début de détricotage. Mais heureusement on a quelques mailles en fait pour s'en rendre compte, donc j'ai juste fait des nœuds, c'était juste sur 2 couleurs. Je pense que comme il y avait plusieurs brins qui se croisaient, j'ai peut-être pas tout pris, j'ai peut-être pas... je sais pas exactement, mais vraiment ça m'a fait ça sur deux mailles qui étaient côte à côte. Donc j'ai fait des nœuds qui de toute façon allaient être cachés. Et voilà. J'ai donc... posé, donc j'ai fait mes boutonnières de façon très classique. Comment j'ai fait? Je crois que j'ai relevé un ratio de 3... J'ai relevé 3 mailles pour 4 rangs. Ce qui était bien mais pas idéal non plus, mais j'avais pas le courage de calculer. J'étais un petit peu pressée par le temps, donc il a fallu faire des choix. Et j'ai posé des boutons que j'avais achetés à la droguerie, des boutons ça fait effet bois mais en fait c'est du plastique recyclé. Et j'ai ensuite posé en fait des rubans. Donc j'ai tout fait à la main. Je me rends compte que j'apprécie de plus en plus coudre à la main, beaucoup plus que coudre sur une machine. Et je suis en train de réfléchir en même temps. En fait j'ai utilisé un biais que j'ai acheté à la droguerie. Mais alors c'était un biais au niveau de la compo, c'était pas que du coton, il devait y avoir quelque chose qui le rendait un petit peu plus élastique quand même. Et au départ je pensais utiliser mon biais tel quel en fait, plié en 4 en soi, puisqu'un biais c'est un bord avec plié 2 fois. Donc je pensais l'utiliser dans sa partie la plus fine, et au final pour cacher tout mon renfort de stick, en fait je l'ai utilisé ouvert en 2. De toute façon c'est de l'intérieur, on s'en fout un petit peu. Là où ça a été un petit peu plus critique, ça a été au niveau du col, puisque autant sur le devant on est sur quelque chose de droit donc il n'y a pas de problème, autant le col il est arrondi. Donc j'ai essayé de bidouiller un peu, au final ça a fonctionné, hein. C'est pas le plus beau...
Voilà, quand on met le nez sur mes poings mains, c'est pas très joli. Il y a des endroits où voilà, ça gondole un peu ou autre, mais au pire, ça reste de l'intérieur. Le but c'est de camoufler les fils, et c'est rempli. Donc je l'ai offert à ma belle-sœur, elle en est très contente, il lui va très bien au niveau de la taille, des mensurations, tout ça. Les couleurs lui plaisent, qu'elle m'avait laissé le champ libre pour les couleurs, donc donc je suis très contente. Donc voilà pour le Sirius. Ceci dit, après avoir fait en fait tout ce système de stick, je ne sais pas si je recommencerai en fait l'expérience. Je pense que s'il y a vraiment un gilet qui me tente, qu'il y a du jacquard, je le ferai. Mais après, c'est vrai que mes jacquards, je pense que je préfère. J'aime pas en fait les gilets qui se boutonnent déjà. Moi, j'ai souvent des gilets ouverts. Et donc, je sais pas si. Enfin, j'ai pas tant que ça apprécié en fait le process. J'ai trouvé que ça demandait du coup beaucoup de finition et comme c'est quelque chose que j'aime pas faire. Voilà. Ensuite, j'ai tricoté le Three Folds de Jared Flood, qui est un bonnet que j'ai tricoté, là il me reste un petit peu de laine, que j'ai tricoté dans ma laine, donc la laine Le Bruit des Aiguilles sur la base 85-15. C'est un nouveau coloris, le coloris c'est Gjol. Gjol c'est un... Il faudra que je retrouve, mais il me semble que c'est une des créatures qui habitent... ça vient de la mythologie nordique. C'est une des créatures qui habitent dans un des derniers fleuves que les morts doivent traverser. Enfin voilà, quelque chose d'assez sombre. Parce qu'on est sur un bleu marine assez foncé qui a quand même de jolies nuances. J'aime beaucoup ce bleu. Voilà, j'ai tricoté un bonnet que j'ai tricoté en 5 jours dans la douleur, très clairement. En fait, il faut savoir que dans ma famille, on est assez nombreux, parce que je fais Noël dans ma famille étendue. On est assez nombreux et du coup on a un système de... donc on fait des cadeaux à notre famille proche. Donc moi voilà, j'ai fait des cadeaux à mon frère, ma belle-sœur, à ma mère, mon beau-père, etc. Mais on pioche aussi quelqu'un au hasard à qui on fait un cadeau. Donc là je suis tombée sur un de mes oncles et je me suis dit je vais lui faire un bonnet, évidemment, parce que j'ai tricoté tous mes cadeaux de Noël. Et je m'y suis prise un peu tard. Déjà on a fait le tirage au sort tard, donc c'est vrai que pour moi c'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit de faire des choses à la main. Bref, je l'ai tricoté en 5 jours. Donc il faut savoir que c'est déjà 12 cm de côte 2 je crois, qui sont tricotés en 2,75 ou un truc dans le genre. Sachant que moi j'ai pas d'aiguille, je tricote pas non plus des masses de bonnet, donc j'ai pas d'aiguille à petit diamètre. Donc c'était un peu chiant, et ensuite en fait tout le bonnet est en torsade. Donc il est très joli, hein, ça reprend cette espèce de motif de feuille. Comme ce que j'avais fait pour la couverture pour ma nièce, sauf que là, au lieu que ce soit juste des mailles, des torsades 1-1, c'est des torsades 2-2. Donc voilà, que des torsades. C'est vraiment le truc où il faut suivre le diagramme, tous les rangs de torsades, parce que suivant si tu croises devant ou derrière, ça fait pas le même effet. Bref, je veux dire que sur la fin, il m'a bien saoulée, parce qu'en fait, on fait des diminutions. C'est des diminutions où en fait on passe 2 mailles sur une aiguille auxiliaire et ensuite on tricote, on les met en fait côte à côte comme pour faire un rabat à 3 aiguilles, et on tricote en fait la première maille de l'aiguille de devant avec la première maille de l'aiguille de derrière, on tricote ensemble, et ainsi de suite, ce qui fait que même en fait les diminutions sont au final sur des aiguilles auxiliaires comme des torsades, donc ça prend un temps fou. Par contre je suis très contente du résultat, hein, ça fait un très beau bonnet. Et je suis également très contente de la couleur de la laine, il a plu à mon oncle, donc c'est voilà, c'est le principal. Il n'a pas été méga agréable à faire, mais voilà. Ensuite j'ai fait une paire de grosses chaussettes pour mon beau-père qui m'avait demandé en fait s'il voulait des chaussettes pour... il travaille souvent en botte dans son jardin, il voulait des grosses chaussettes, voilà, pour garder les pieds au chaud. Il m'avait dit tu peux faire ça dans des restes, on s'en fout. Et j'ai fait ça dans des restes de Let Lopi. Alors en fait j'ai quasiment tout utilisé, j'essaierai encore une fois de vous mettre une photo. Mais en gros j'ai fait la pointe en moutarde, j'ai fait le pied en blanc et j'ai fait la tige en gris. Sur la deuxième il me manquait un petit peu, donc le haut de la tige j'ai un petit peu chamarré. Et j'ai fait des côtes en fait au niveau de la tige pour quand même que ça tienne bien au pied.
ça me semblait large. Je les ai tricotés en 4 mm de mémoire, donc ça allait relativement vite. Hein. J'ai fait ça en fait en même temps que le bonnet, j'alternais. Quand j'en avais marre des torsages, je me suis dit bon ouais. Donc la lettre Lopi, toujours assez dur au niveau des mains à tricoter, mais voilà. Elles lui ont plu, donc c'est encore le principal. J'ai également terminé le gilet pour ma nièce, qui était le Anna's Summer Cardigan de Petite Knit, que j'ai tricoté dans la tarte en 3 de Fonty, dans le coloris 2015. Oh là, il y a plein de merde sur la pelote. Du coup, en fait, ça fait partie de... Ah là, ça a pris plein de fibres d'autres pelotes, parce que je l'avais rangé. Bref, c'est un fil en diquet. Donc c'est de la Fonty, donc elle est... c'est du 100% laine. Laine de quoi, je ne sais plus. Mais donc filé en France, teint en France, etc. Mais quand même super wash, parce que pour ma nièce, je voulais pas prendre du Dererum Natura qui passerait pas en machine. J'aime beaucoup la teinte. Ouais, je suis très contente de la teinte. Et en fait, j'ai pu trouver des petits boutons qui allaient avec à la droguerie, qui avaient donc la même couleur. Ils étaient des boutons qui étaient un peu métallisés, avec la bordure dorée. Trop mignon, beaucoup trop mignon. Le gilet en tant que tel est très sympa à tricoter, hein. C'est un gilet avec des trous, enfin des highlights. Je me suis rendu compte un peu trop tard qu'en fait il y avait deux méthodes de... Pardon, excusez-moi. Je me suis rendu compte un peu trop tard qu'il y avait des explications à la fois pour le bottom-up et pour le top-down, et les explications commençaient par le bottom-up. Moi j'ai pas réfléchi, en fait je me suis dit oh cette petite knit, c'est un gilet, j'avais déjà fait des gilets un peu comme ça pour enfants, et c'est souvent du bottom-up, donc j'ai commencé. Et j'ai fini par me rendre compte qu'en fait il y avait les deux explications, et il y a un moment en fait, où j'ai eu un petit coup de stress parce qu'il me semblait pas assez large. En fait quand je suis allée acheter les boutons, c'était assez tard en décembre. La nana commençait à me dire je sais pas quelle taille vous faites mais ça me semble petit, et je suis là oh, merde, il va falloir que je recommence, alors que j'avais fait quasiment déjà tout le bas du corps en fait. Parce que j'avais pas fait d'échantillon évidemment. Sinon c'est trop simple. Au final la taille était bonne, donc voilà. Et puis il y a un petit côté satisfaisant quand même de savoir que quand on a fait le corps et les manches, qu'on a travaillé les manches seules, c'est quand même plus rapide. Bah, il reste plus que les diminutions du raglan à faire, et ça c'est rapide. Donc au final, l'un dans l'autre ça a plutôt bien fonctionné. J'ai pas fait les trous sur les manches parce que ça me semblait un petit peu dommage. Enfin, le but c'est quand même qu'ils tiennent chaud, il y a des bodys, etc. Mais sur les... Enfin, voilà, j'ai pas voulu faire les trous sur les manches. La taille est nickel pour ma nièce, c'est-à-dire que c'est encore un poil trop grand, donc c'est cool. Je l'ai tricoté en 2-3 ans. Voilà. Elle est adorable dedans. Enfin, on lui a vite essayé, parce qu'évidemment, elle voulait quand même vachement plus jouer avec les jeux qu'elle a eu à Noël. Qu'essayer son gilet, parce qu'à son âge ça m'intéresse assez peu, mais voilà. Et voilà tout ce que j'ai tricoté pour Noël, sachant que j'avais déjà fini la paire de chaussettes pour mon frère bien en avance, je m'étais un peu pris en avance là-dessus. Ce qui veut dire qu'il n'y avait qu'un seul projet que je n'avais pas terminé, et en fait c'était un choix stratégique. Il y a un moment où je crois que c'était à 2 semaines de Noël, j'ai fait le point et je me suis dit on n'arrivera jamais jusqu'au bout. Il y a un truc qui va... Il faut faire l'impasse sur quelque chose. Et j'ai donc décidé que ce serait le Soldot Nacrop que je faisais pour ma mère. Pardon. Je savais qu'elle allait comprendre. Et en vrai c'était des manches tout en jacquard. Je savais que ça allait... Enfin je pouvais pas... Sur la fin, vraiment, pendant 1 semaine et demie, je n'ai fait que tricoter. Donc c'était pas par manque de s'y mettre, hein, mais c'est que là, vraiment, il fallait faire une décision, il fallait prendre une décision. Et donc, je lui ai offert en fait le Soldotna, mais juste voilà, sans les manches en fait. Ce qui fait qu'elle a pu l'essayer, on a pu vérifier que ça lui allait bien. Que la taille était bonne, etc. Même au niveau de la longueur du corps, j'avais quelques doutes.
Et puis bah, je l'ai ramené avec moi pour finir les manches. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est quand même... on est le 3, hein, donc Noël ça fait un moment. Et je n'ai fait que ça sur la manche parce que vous allez le voir, j'ai monté pas mal de projets pour moi. Mais voilà, ça avance quand même plutôt bien. Je fais quelques diminutions parce que c'est vrai que le mien, en fait, si j'ai pas fait de diminution, puis après très rapidement, je fais un peu manche-ballon avec des très grandes côtes. Ma mère, elle veut des côtes normales. Je me suis dit que ça allait faire bise. Enfin voilà, j'ai préféré faire quelques petites diminutions. Et puis voilà. C'est un pull du coup que je tricote dans ma laine, la 85-15 du bruit des aiguilles. Il y a plusieurs coloris, je suis en train d'en travailler certains. Celui qui est sorti pour sûr, c'est ce bleu qui s'appelle Temps de nuit. J'en ai une quantité pull sur la boutique d'ailleurs, je dis ça, je dis rien. Mais voilà. Donc normalement le Soldotna crop, c'est un pull qui se tricote en cropped et sans manches. Enfin juste en fait, c'est un yoke, donc voilà, vous avez des manches qui s'arrêtent là. Et qui se tricote en decay. Moi je l'ai réadapté, je l'avais déjà adapté une première fois pour le tricoter en fingering avec des manches longues parce que bon, les pulls en laine sans manches, je sais que je porterai pas. Voilà. Et donc, ouais, comme je disais, maintenant c'est un petit peu plus dur de se motiver, maintenant qu'il n'y a plus la deadline de Noël, en fait, j'essaye de me forcer à me dire, allez, dans la journée je tricote d'abord sur ça, puis quand j'en ai marre je passe à autre chose. Surtout que là je fais du jacquard sur du petit, sur la petite circonférence, donc parfois c'est pas toujours facile pour les mains. Mais vous allez voir que je fais beaucoup de jacquard dans tout ce que je tricote en ce moment. D'ailleurs, en parlant de ce que je tricote en ce moment, mon caston de Noël, enfin même du réveillon, parce qu'il faut savoir que j'ai terminé mon dernier projet, c'est-à-dire que j'ai, enfin même pas rentré les fils, j'ai rabattu les mailles de mon dernier cadeau de Noël fini, 20 minutes avant d'aller prendre mon covoiturage, le 24, il était 15h quoi. Donc voilà, et en 20 minutes je me suis dit, j'avais plus rien sur mes aiguilles du coup, et je me suis dit il faut absolument que... Enfin, j'avais plus rien sur mes aiguilles et je n'allais pas pouvoir tricoter sur le pull de ma mère le 24 puisqu'elle aurait été là. Donc ça gâchait la surprise. Donc il me fallait un projet quoi. Et donc j'ai bobiné ces 2 écheveaux. Mais vraiment, c'était... j'ai jamais bobiné les écheveaux aussi vite. J'ai imprimé le patron, j'ai tout pris comme ça, puis je suis partie. Et donc le 24, mon petit plaisir, ça a été de monter un projet pour moi, parce que ça faisait un moment que je l'avais pas fait. Et si vous n'avez pas déjà reconnu par le peu que je montre, j'ai monté le Apophenia de Audrey Borrego. C'était un pull qui m'avait vraiment tapé dans l'œil quand je l'avais vu, quand il était sorti, quand elle l'avait porté, etc. Je le tricote dans les laines de By Night. La colorée, c'est sur la base Full Moon, colorée cachou. Et le tweed, c'est la Milky Way non teinte. J'adore ce tweed, c'est de la folie. J'ai envie de me faire que des pulls en tweed. Et alors le mélange, je trouve, jacquard avec le tweed, j'aime beaucoup. Mais en fait, j'y aurais pas pensé toute seule. Hein. C'est le modèle d'Audrey qui était déjà avec du tweed et je trouvais l'idée... il me semble que elle, son coloris contrastant, il était un peu plus jaune. Moi j'aime beaucoup au final ce marron, je trouve qu'il se marie très bien avec le tweed. Donc c'était mon caston de Noël. Alors je vous le recommande si à Noël parfois votre famille se lance dans des débats auxquels vous n'avez pas envie de participer. Le tricot c'est génial. Parce qu'il y a des fois où c'est un petit peu parler politique, où j'étais là, j'ai tellement pas envie de prendre part à ces conversations, donc j'avais mon tricot, j'étais bien. Et à la fois, quand j'avais envie de participer aux conversations, je pouvais, parce que je tricotais, mais en vrai, mon cerveau était disponible. Donc j'ai trouvé la parade ultime. Qu'est-ce que... Oui, le motif est très très joli, mais... en fait, autant là on voit bien que c'est un motif seul, autant ici c'est pas mal de choses qui se répètent mais qui se répètent pas exactement de la même manière, je m'en étais pas rendu compte.
Et j'avais pas emmené assez de marqueurs pour délimiter toutes mes séparations de motifs, enfin toutes mes répétitions de motifs, et du coup j'ai fait des erreurs. Donc il y a des trucs que j'ai dû détricoter. Donc quand elle vous dit de mettre des marqueurs entre les répétitions de motifs, c'est pas des conneries, ça aide vraiment. Une fois en fait que ça c'est bien séparé, je trouve que c'est quand même plus facile pour lire le truc. Et puis voilà, là il me reste moins d'une dizaine de rangs pour finir cette première partie là avec les bandes. Et ensuite il me semble qu'il y a une petite partie de jersey et il y a un petit motif un petit peu comme ça. Puis ensuite ce sera l'autoroute du jersey. Et ce sera très bien. J'ai très très hâte de le porter évidemment. Ensuite j'ai monté également en fait pour le Sirius de ma belle-sœur, il fallait assez peu des coloris contrastants, comme il y avait beaucoup de couleurs, mais c'était juste en fait voilà, sur le yoke. Et j'avais même acheté un coloris en trop, parce qu'au départ j'avais un problème de coloris au départ, et ça c'était trop similaire à l'espèce de bleu cyprès qu'il y avait. Bref, donc ça je l'avais même pas utilisé pour le jacquard, mais en gros ça c'est ce qui me restait du pull. Il me reste d'autres coloris, j'ai pas tout ici, mais... Et donc bref, tout ça pour dire que j'ai monté les mitaines Oak Hollow de Diana Waller, qui est Paper Tiger sur les réseaux sociaux, il me semble. Alors là, on va peut-être pas trop le voir, j'essaierai de vous mettre peut-être une photo. Mais en fait, ce sont des mitaines en jacquard et vous avez des feuilles, un motif de feuilles en fait. Il y a des feuilles. Il me semble que là, il y a un petit gland qui commence à se dessiner. Donc en fait, elles sont vraiment réversibles, hein. Vous avez le motif des deux côtés. Je les trouvais vraiment superbes. C'était pile poil dans de la sport, donc c'était nickel pour utiliser les restes. Donc voilà, je le fais... je fais un rang ou deux, voilà, quand ça me fait envie. Il n'y a pas d'urgence, hein, mais et voilà. Et je sens déjà qu'elles vont être chaudes, rien quand je les mets, là, je sens que c'est chaud, en fait, c'est super. Parce que je commence à en avoir marre de mes accessoires que j'ai en ce moment, même mon châle. Je commence à... En fait, mes mitaines et mon châle, ça doit faire 3 saisons là, que je les ai, et ça y est, je commence un petit peu à être... un petit peu marre, un petit peu envie de changer. Donc je me fais de nouveaux accessoires, puis ça permet d'écouler les restes dans le stage, parce que je commence à avoir pas mal de restes. Et alors autant les restes de fingering, je m'en inquiète assez peu, parce que je les passe dans mes... soit c'est des pointes de chaussettes, soit c'est dans mes couvertures de restes. Mais pour les autres projets, j'ai pas forcément de... Donc peut-être que je vais me mettre à faire plus de grosses chaussettes avec des restes, qu'au final ça fait un effet pas mal. Bref, ça sera pour un autre épisode. Et enfin pour mon dernier projet, encore un projet perso, c'est une paire de chaussettes. En fait c'était pour tester, je me suis mise à... Depuis que j'ai Moundir, il faut que je vous parle de Moundir après. Je peux maintenant teindre des répétitions de 6 couleurs. Et en fait, il fallait que je teste non pas l'agencement des couleurs, mais la longueur des rayures. Je voulais être sûre que le nombre de rangs de rayures soit quand même suffisant. Et donc, j'ai monté cette paire de chaussettes. Le coloris, c'est le coloris Aoru. Vous avez en fait, voilà... Vous les voyez. Je suis rouillée un petit peu là pour le podcast. Le coloris est encore dispo sur la boutique. Il m'en reste... je le vois ici. Il m'en reste qu'un. Donc il sera peut-être parti. Parce que j'ai fait le réassort hier. Il y a beaucoup de choses qui sont parties très vite. Donc le temps que je monte cet épisode qui risque d'être long, il y en aura peut-être plus, mais je vais en refaire. Sinon là je me suis dit que j'allais les faire en... Reste là toi. Je me suis dit que j'allais les faire en tube. Et que j'allais rajouter un talon après coup. Parce que j'ai pas mal, cet hiver évidemment, j'ai pas mal porté mes chaussettes et j'ai l'impression que mes Day of Socks sont un poil trop grandes et qu'au final, souvent... Alors j'adore le patron, j'adore le patron pour les autres, moi j'ai le pied très fin, ce qui fait que rapidement en fait le talon est un peu trop lâche sur moi, et j'ai porté d'autres paires
que j'avais fait en après-coup, et je trouve de temps en temps que ça me va mieux au pied. Donc voilà, c'est à voir. Là j'en suis aux côtes, donc j'ai bientôt fini le premier tube. Voilà, je me mets dessus. Là hier, chez Sofiana, il y avait une après-midi jeu de société. Moi je ne joue pas, donc j'ai tricoté. Et c'était très bien, et voilà, ce genre de projet zéro cerveau, c'est nickel. Je ne vais pas vous montrer mes couvertures de reste, que pourtant j'y ai ajouté des choses, je vous expliquerai pourquoi après. Parce que trop de choses, je les garde pour des épisodes un peu plus légers en contenu. Et donc je vais passer aux acquisitions / nouveautés. J'ai beaucoup de restes de fingering qui sont arrivés à moi grâce au calendrier de l'Avent qu'on a échangé avec Aline Hérault sur Instagram. L'année dernière, j'avais fait passer pas mal de calendriers de l'Avent avec des mini ou des restes en fingering, et j'avais trouvé l'idée super. Et donc cette année, j'avais fait un appel sur Instagram en story en disant s'il y a quelqu'un qui a envie d'échanger. En fait, l'idée c'était voilà, d'emballer un certain gramme de fingering tous les jours. Enfin, pour qu'il y en ait un calendrier de l'Avent, quoi. Je vais pas vous expliquer le concept. Et donc Aline Hérault était chaude pour ce projet-là, donc elle m'a envoyé ses restes, je lui ai envoyé les miens. Et évidemment, j'ai eu envie de tout tricoter en fait, et ça a été super frustrant. Je pense que c'est pour ça que j'ai pris un peu de retard en décembre, c'est que début décembre, j'étais là, oh non, mais tous les jours, je tricote au moins un carré. Et en fait, tout ce temps que je passais à faire ça, je le passais pas sur mes cadeaux de Noël, donc j'ai pris du retard. Donc il a fallu que je me dise, non, je les ouvre, mais je les tricote pas. Je les ai mis dans cette boîte-là. Alors, il y a certains trucs qui sont à moi au fond, hein. Mais j'ai pratiquement plus de place. J'ai déjà tricoté, j'irais peut-être 5-6 couleurs dans mes 2 couvertures. Mais voilà, elle m'a envoyé des choses qui ont quand même... Enfin là, vous voyez, il y a 20 grammes, enfin des bons restes, quoi. Alors, enfin, je vais pas parler pour elle, je vais parler pour moi. Moi j'ai été très satisfaite de l'expérience, et je me dis que l'année prochaine, s'il y en a que ça intéresse, ce serait peut-être sympa d'organiser ça de façon plus large en fait. Donc j'y réfléchirai quand Noël, à l'approche de Noël. Mais voilà, si vous êtes intéressé, si le concept vous intéresse pour l'année prochaine, n'hésitez pas à revenir vers moi à ce moment-là pour me rebooster. Et pour le cadeau du 25, elle m'a mis un écheveau entier, elle est complètement folle. Elle m'a mis un écheveau donc de Vilaine, qui en plus est une marque que j'ai jamais vraiment tricoté en écheveau entier, sur la base tordue MCN. Donc, de la folie. Le coloris, c'est Jeter un sort. J'aime bien, j'avais jamais vu en fait ces étiquettes, et elle a beaucoup de détails sur ces étiquettes. Qu'elle donne évidemment la base avec l'épaisseur, le métrage, le grammage, en quelle taille d'aiguille ça peut se tricoter. Elle donne donc le contenu. À chaque fois, tout ça est traduit à la fois en français et en anglais. Elle donne la provenance de la laine. Elle donne le code couleur, le numéro de bain. Ensuite, elle a des petites cases qu'elle coche si c'est lavé à la main ou lavable en machine, si le coloris est reproductible ou si c'est un coloris unique. Et ensuite elle donne donc le nom du coloris et l'effet en fait de la laine. Donc là par exemple, moi c'est un coloris moucheté puisqu'il a des speckles. Je trouve ça pas mal du tout. Et elle a tout un petit paragraphe sur l'entretien. C'est moi à côté, les miens sont minimalistes au possible, mais bref, j'aime beaucoup le coloris. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est Jeter un sort. Et j'ai très envie, en fait, ça fait un moment là que j'ai envie, du coup, comme je disais, de changer de châle. J'ai très envie de me faire un Vertices Unite depuis que j'ai vu celui de... Je crois que c'est Pauline Birellen qui en a un, qui est très très beau. Justine est en train d'en tricoter un aussi. Et je me dis, j'ai pas mal de restes qui sont un petit peu dans ces teintes-là. Parce que là, en plus, il y a du cachemire, quoi. Donc comme c'est un écheveau solitaire, j'ai pas envie d'en faire des chaussettes. Donc je pense que je vais lui faire des câlins. Et puis j'ai bien envie d'en faire un Vertices Unite. Avant, il faudrait que je finisse quand même le pull de ma mère, hein, soyons honnêtes. Mais voilà,
Donc merci Ali, encore une fois. Et également en fait à Noël j'avais demandé quelques bouquins et donc je vais vous en parler maintenant, je vais les attraper. Alors je vais commencer par celui-ci qui est donc Dying to Spin and Knit, qui est donc un jeu de mots puisque en anglais to die ça veut dire teindre, mais to die avec un i ça veut dire mourir, je pense que je vous apprends rien. Donc I'm dying to c'est je meurs d'envie de, donc enfin voilà c'est un jeu de mots, je meurs d'envie de teindre, tricoter et filer. En fait, moi en fait quand j'ai vu ce titre là je me suis dit c'est un bouquin qui explique la teinture pour à la fois teindre du fil et de la fibre. Il s'avère que c'est au final pas tout à fait ça. Alors le bouquin est très complet d'un point de vue, c'est Felicia Aldo qui l'a écrit, qui dirige oh merde. Bref, c'est une américaine, il me semble qu'elle est américaine ou elle est canadienne, je ne sais plus, américaine je crois. Bref, elle a tout un business autour de la teinture, elle donne des cours, enfin elle a une... Voilà, elle sait un minimum ce qu'elle fait. Donc en fait elle commence, c'est vraiment... En fait le bouquin est plus sur la couleur en tant que telle, de façon générale, que sur la teinture. Donc c'est-à-dire que dans les premières pages, en fait, elle a tout un truc sur comprendre la couleur, en fait. Donc vous voyez ce genre d'explication-là sur des... Comment ça s'appelle en français, des roues de couleurs, ça s'appelle color wheel en anglais, mais... Enfin, vous voyez ce genre de schéma. Elle explique tout ce qui est les saturations, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle a pas mal de photos où en fait, elle compare deux techniques ensemble. Là, par exemple, elle nous explique que si on mélange d'abord toutes nos couleurs dans le bain de teinture et qu'on y met la laine ensuite, on a quelque chose comme ça, mais que si on vient faire plusieurs bains de chaque couleur, on aura plutôt un effet comme ça. Je sais pas si c'est très bien expliqué ce que je raconte, mais... Et ça, je trouve ça intéressant, en fait, vraiment d'avoir des photos de comparaison. Je trouve ça assez chouette. J'essaye de vous en trouver d'autres. Donc voilà, la première partie, c'est vraiment tout sur la teinture, préparer le fil, etc. Les différentes techniques de teinture. Là, par exemple, c'est quand est-ce qu'on rajoute l'acide, donc soit le vinaigre, soit l'acide citrique ou autre. À quel moment on le rajoute dans le bain, par rapport au moment où on ajoute la laine, par rapport au moment où on ajoute la chaleur. Enfin, on rajoute de la chaleur. Donc ça, je trouve ça assez intéressant parce que c'est des petites choses en fait. Là encore, c'est cette histoire de rajouter des couches de couleurs. On le voit encore mieux ici. Je trouve ça assez intéressant, mais qui n'est rien qu'on ne sache pas sans avoir un petit peu bidouillé avec de la teinture. Elle parle aussi des différentes techniques. Donc, est-ce qu'on fait ça en immersion complète, ou est-ce qu'on fait ça au contraire en pain à la main et ensuite on vient mettre ça dans un film alimentaire et on vient rajouter la chaleur pour fixer la couleur. Toutes ces choses-là. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, elle passe en fait au filage de la couleur. Et moi, ce que je voulais en fait au départ quand j'ai demandé ce bouquin, c'est d'une avoir quand même un minimum de... Parce que moi j'ai tout fait, je me suis formée en fait toute seule au niveau de la teinture en regardant beaucoup de vidéos, beaucoup de podcasts, beaucoup de gens qui faisaient des essais en fait sur YouTube. Donc en piochant en fait dans leur expérience, en notant beaucoup de choses. Et puis après, en essayant et en ratant, moi, au final, ça fait maintenant, je pense, 5 ans que je m'amuse avec la teinture. Donc j'ai eu le temps aussi d'engranger un peu d'expérience, mais je voulais quand même quelque chose qui replace les bases, parce que parfois, je pense obtenir des choses, mais pas avec les vraies bonnes techniques. Donc bref, c'était une façon de remettre un petit peu tout à zéro. Mais surtout, moi, j'aimerais beaucoup me mettre à teindre de la fibre pour filer, mais j'arrive pas toujours à obtenir les résultats que je souhaite. Et donc, je pensais que ce livre allait m'aider à ça, mais en fait, non. Là, la partie filage explique juste comment préparer sa fibre, une fois sa fibre teinte, pour obtenir différents effets.
Comme par exemple en fait ce qu'elle montre ici. Donc je suis un poil déçue parce que c'était pas vraiment ce que je voulais et je crois que le titre en fait est un peu trompeur. Et ensuite elle nous explique la même chose pour les fils à tricoter en fait. Donc voilà, le chapitre s'appelle Knitting Color et en gros c'est un petit peu réussir à savoir quel effet va avoir tel fil suivant la façon dont on tricote. Là par exemple, elle montre en fait des différences avec différentes tailles d'aiguilles, on obtient différents effets, ce qui est complètement évident en soi, mais c'est toujours bien d'avoir visuellement des exemples. Si on tricote avec plusieurs brins du même fil, on obtient des choses différentes, ce genre de choses. Et ensuite, en fait, on passe à des modèles que moi, je ne tricoterai probablement jamais parce que j'ai Ravelry pour ça, et au lieu d'avoir 12 modèles, ben, j'en ai 56 344. Donc, un poil déçu là-dessus. Après, voilà, je vais essayer de tirer le maximum d'informations possibles de toute la partie teinture. Et puis au final, peut-être qu'en lisant la partie sur le filage, ça m'aidera, mais bon. Et ensuite, celui vraiment que j'attendais énormément, c'était Yarnitecture, qui est en fait un guide de filage. Donc c'est vraiment en fait comment obtenir... parce que moi, ce que j'aime bien, j'apprécie pas forcément filer pour filer et pas avoir de projet en tête, parce que je trouve que c'est consommer pour entasser, tout comme je comprends pas vraiment l'idée d'avoir un stage qui déborde par exemple. Mais en fait c'est vraiment pas évident, surtout quand on n'a pas énormément, enfin je considère pas avoir énormément d'expérience dans le filage, pour vraiment en fait obtenir le fil qu'on veut pour tel projet en partant juste d'une fibre. J'ai vu le résultat avec mon comment il s'appelle, ah mince, mon Shifty d'Andrea Mauri. Bref. Donc en fait, voilà, ce bouquin-là qui est écrit par Gillian Moreno, qui a donc un sous-titre de A Knitter's Guide to Spinning, Building Exactly the Yarn You Want. Donc voilà, le guide du filage pour les tricoteurs, obtenir exactement la laine que vous recherchez. Et donc, alors oui, elle a divisé son contenu comme une histoire un peu de... Vous avez les plans, vous avez les fondations, la carcasse, les murs, un petit peu comme... Enfin, la carcasse, c'est pas le bon terme, mais un petit peu comme, voilà, on construit une maison, et pour construire une maison, il faut de bonnes fondations. Et donc là encore, en fait, on a pas mal d'images en fait comparatives comme ça. Je trouve ça vraiment très intéressant. Là en fait avec la même tresse, on a en fait différentes techniques de filage. Donc là en fait, là c'est le fractal, là c'est le rotor indien il me semble en français. Là c'est retordu comme ça venait. Je sais pas exactement ce que c'est comme technique. Là c'est un rotor en miroir et là c'est en single, et on voit en fait les résultats que ça donne une fois tricoté. Je trouve ça intéressant d'avoir donc ensuite évidemment elle va expliquer toutes ces choses là, blablabla blabla. Je trouve que c'est assez peu, enfin de ce que j'ai vu pour le moment, parce que je suis pas rentrée à fond dedans, parce que je me suis dit si je me mets à le lire je vais passer mon année à filer et c'est pas le but pour le moment. J'ai l'impression que c'est moins... comment dire, prescriptif. C'est moins vous devez faire ça, mais plus un petit peu dans quel état d'esprit se mettre pour... Et je trouve ça assez intéressant parce qu'un bouquin qui te dit il faut filer comme ça et pas comme ça m'intéresse pas. Voilà, donc là elle parle de différentes fibres, donc les fibres longues, les fibres courtes, les différents... voilà, les différentes races ou même enfin les différentes fibres animales possibles.
Comment préparer sa fibre, parce qu'en fait si vous ne filez pas, vous ne le savez peut-être pas, mais la façon dont on prépare la fibre déjà ça change vachement le résultat qu'on aura au niveau de la laine. C'est ce que je vous ai montré un petit peu avant. Enfin là c'était la façon dont on retord, mais il y a aussi une histoire avec la préparation des fibres. Il y a le drafting, je ne sais pas ce que c'est, enfin je sais pas comment le traduire en français, mais là aussi c'est intéressant parce que je suis également extrêmement autodidacte en filage. Donc c'est intéressant d'avoir un petit peu plus des choses. Voilà. Des histoires de ratio aussi dans lesquelles je ne me suis pas encore mise parce que ça me semble assez technique, mais maintenant que j'ai une base. J'ai pas vraiment en fait feuilleté plus que ça. Là par exemple, on a des histoires de est-ce que les retors sont. Enfin, est-ce que c'est trop retordu, pas assez retordu. C'est intéressant. Enfin, trop retordu. Là, on a un fil, j'imagine, qui est bien. Oui, voilà. Donc moi j'aime bien toutes ces photos un petit peu de comparaison, ça permet quand même de se dire voilà en fait quand moi j'obtiens ça, pourquoi, comment je peux corriger. Je trouvais ça bien intéressant. Ensuite on a aussi cette idée de comment dire, suivant ce qu'on veut tricoter, hein, si on veut tricoter de la dentelle, peut-être qu'il faudra filer plus comme ça que comme ça. Voilà, je trouve ça très intéressant également, voilà, la gestion des couleurs. Je vais pas vous faire tout le bouquin, mais voilà, j'aime beaucoup encore là des photos de comparaison où en fait elle nous montre. Donc ça c'est du Merino, du Corridel, du BFL et de la soie, tout ça. Et en fait elle nous montre les différentes techniques. Oui, donc ça c'est sans être bloqué, là c'est simplement à la vapeur, là c'est mouillé. Snap, je sais pas ce que c'est. Force centrifuge, je ne sais pas, je vous traduis ça comme ça. Enfin bref, il y a différentes en fait, techniques de blocage après la laine, je trouve ça extrêmement intéressant de voir comment ça réagit. Donc voilà, il risque d'y avoir beaucoup plus de filage cette année. Et c'est pas plus mal parce que j'ai l'impression que cette année, en 2019, j'ai pas énormément utilisé mon rouet au final. Donc j'ai hâte de m'y remettre. Je parle beaucoup trop. Ok, on est déjà à quasiment 50 minutes d'enregistrement et j'avais quand même décidé que je vous parlerais de coup de cœur. Non, il fallait que je vous parle de Moundir. Non, je vous parlais de Moundir avec le bruit des aiguilles, ce sera plus simple. Pardon, je suis un peu partout. Les coups de cœur, il me faut mon ordinateur. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de coups de cœur ensemble. Je les voyais s'empiler, s'entasser, et je disais il faut absolument que j'en parle. Mais en même temps, pas le temps de... J'ai pas pris le temps de tourner un podcast. En fait, le problème que j'ai, c'est que maintenant que j'ai changé l'orientation de ma pièce pour avoir le bureau dans ma chambre, le seul endroit où je peux filmer, c'est avec mon bureau en fond. Et comme vous le savez, je gère le bruit des aiguilles de chez moi et principalement de ma chambre. Et donc c'est souvent un bordel monstre. Alors en fait j'ai caché beaucoup du bordel là sur le côté. Mais il y a souvent des moments où je me dis j'enregistrerai bien, mais ça veut dire qu'avant il faut déjà en fait que je déblaye tout. Et c'est déjà... Enfin voilà, une fois que j'ai fini ça... Ah mais faut que j'arrête de boire pendant que je podcast, que j'arrête pas de roter. Et une fois que j'ai fini de déblayer, en fait j'ai déjà plus la force d'enregistrer, donc voilà. Bref. Ok, c'est donc parti pour les coups de cœur. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'espère que vous êtes prêts. Sortez, je sais pas moi, sortez un pull à terminer, puis un litre de thé. Pour commencer, j'ai flashé sur le Twitside de Lily Turner, qui est une créatrice que je ne connaissais pas. Donc c'est un pull en jacquard, en fingering, hein, donc voilà, on change pas une équipe qui gagne. J'ai l'impression que le motif jacquard est quand même assez long, je trouve ça très 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 joli. Il a 6 couleurs en tout. Je regarde, mais ouais, si vous faites dans les premières tailles, ça peut presque se faire avec des mini en fait. Je sais pas moi par exemple... Il faut 5 coloris contrastants, vous avez acheté un bouquet de mini sur le bruit des aiguilles, et vous étiez là, je sais pas quoi en faire.
Un jacquard. Bref. Je le trouve très très joli, il est un petit peu ample comme je les aime bien. Donc voilà. Ensuite, il y a le Urban Jungle Hat de Rachel Easley, je crois, qui est un bonnet, là encore en jacquard, mais avec un motif léopard, et qui se tricote, alors il me semble, il se tricote en diquet tenu avec de la lace, donc avec un petit peu de poils. Et en fait, j'ai flashé dessus et j'aimerais beaucoup le tricoter. Je voulais le tricoter en fait pour Noël pour ma meilleure amie et comme vous pouvez le voir, j'ai manqué de temps, mais ça va venir. Et voilà, je trouve en fait. Alors moi personnellement, je suis pas une très très grande fan des motifs léopard. Ma meilleure amie l'est à fond. Mais surtout, je trouve que là en jacquard, en fait, ils sont bien rendus. Ils font. Je vois pas trop la répétition du motif, ce qui n'est pas toujours le cas avec du jacquard léopard. Voilà. Ensuite, j'ai flashé sur le Paquita Sweater de Lucia Ruiz de Aguirre, excusez mon accent, qui est un pull qui se tricote en déca, qui est un pull raglan avec un motif croisillon sur le corps. J'imagine qu'il l'est aussi derrière. Je ne vois pas sur les photos, mais ça me semblerait logique. Personne ne va montrer le dos de son pull. Ah, peut-être pas. Hein. Peut-être que c'est juste sur le devant. Et du coup, c'est pour ça que ça donne l'impression qu'il est plus court devant que derrière. Ouais, en fait, le motif est juste sur le devant. Encore mieux. Qui a besoin d'un motif dans le dos, en vrai? Donc comme j'ai les tricotes en déca, je trouve le motif très 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 joli. J'ai repéré plein de pulls en déca, ça tombe bien parce que je vais commencer à avoir de la déca sur la boutique. Il va bien falloir que je teste ma propre laine. Ensuite, j'ai flashé sur le pull Squall de This Bird Knits, qui est une créatrice que je connaissais pas. Là-dedans, il y a plein de créatrices que je connaissais pas. J'espère que ça vous inspirera vous aussi à découvrir autre chose que ce qu'on voit partout, ce qu'on voit tricoté par les noms les plus connus. Et donc là, on a du jacquard partout sur le corps, ce qui est ma grande passion et en même temps mon plus gros ennemi parce que ça prend du temps. Mais voilà, il y a des versions qui sont vraiment très très belles, avec un coloris gris un peu gris basique là en fond. Et avec des motifs, les motifs dans les bleus rouilles là sont très 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 jolis. Et c'est un pull qui se tricote en sport. J'ai également flashé sur le Albini de Orlan, donc tête bêche. C'était je sais plus qui le tricotait pendant un bière Hélène, et en fait c'est un gilet qui paraît tout simple. Et alors ça, je trouve que c'est ce qui est le plus dur en fait, c'est les beaux basiques, mais avec des détails qui sont hyper léchés. Là par exemple, au niveau des détails qui sont super jolis, par exemple on a les côtes du col sont travaillées en rang raccourci, ce qui fait qu'ils sont plus petits et ils s'agrandissent dans le dos. Je trouve ça magnifique. Les côtes dans le bas du dos sont splittées au milieu, pareil, je trouve ça superbe. Il y a un petit détail, en fait, il y a je pense pas que ce soit un point mousse, mais en fait il y a un détail comme une tresse lettonne presque, entre en fait la séparation entre le jersey et les côtes. Bref, il est super beau. Là encore il se tricote en diquet. Et ouais. Très 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 joli. J'ai également flashé sur un pull dont je ne vais pas réussir à prononcer le nom, sur le Guanwin de Verena Kors, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui est un pull assez près du corps quand même, en yoke, et en fait tout le yoke est dans une espèce de mi-dentelle, mi-torsade, qui est très 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 joli, là encore en déca. Je vous avais dit, il y a une thématique sur ces coups de cœur. Et en fait j'ai l'impression qu'il y a un petit détail, donc il y a des côtes et ensuite directement après il y a une espèce de soit un jersey qui roulotte ou très joli. Très très joli. J'ai également flashé sur le
relativement nouveau châle, parce qu'il est sorti en octobre quand même, mais de Rory Locatelli, le Alejandra, qui est donc un châle à 3 couleurs en jacquard, avec des petits... Alors ça fait mi-pampi, mi-frange sur le bas. Il est très 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 joli. Je serais curieuse de voir ce qu'il donne sur l'envers, parce que moi les châles au jacquard, en jacquard je trouve très joli, mais le problème c'est que c'est vraiment... J'aime bien les châles qui se portent à la fois sur l'endroit et sur l'envers, quoi. Voilà, un châle à 3 couleurs qui... Alors dans les couleurs, je me dis que ce serait très joli avec de la teinture à l'avocat. Un mélange teinture avocat et non teint, ce serait super beau. Et là encore, elle se tricote en déca. Ensuite, j'ai flashé, j'ai même plus que flashé, vous allez voir pourquoi, sur le Mackworth de Andrea Mauri, qui est donc un pull en jacquard, qui se tricote cette fois-ci en fingering. Donc pareil, hein, c'est un yoke, un motif en jacquard, je veux dire, voilà, à la base. Et alors celui-ci, je vais très rapidement le tricoter, puisque j'ai acheté la laine pour chez Boucle Laine lors de la retraite tricot. Voilà. Ensuite, j'ai aussi flashé sur, dans la série, je vais très mal prononcer les noms, mais le Fossvein de Inga Semmingsen. C'est une norvégienne, hein, vous excuserez mon norvégien qui est un petit peu rouillé. C'est un pull en jacquard, mais avec des textures en torsade. Donc il y a une texture différente en fait. En fait, il y a les côtes, un tout petit poil de jacquard, histoire de mettre un peu de couleur. Des torsades, bam, le yoke en jacquard. Et après, sur le corps, il y a de la texture avec des torsades. Mais il est tellement beau. Il est magnifiquement bien porté par les modèles en plus. Donc je pense qu'une fois que je vais l'avoir tricoté, il faut que j'aille vivre en Norvège pour le porter, tu vois, parce que je pense que quand tu le portes en ville à Nantes, tu vois, là, ça fait pas le même effet. Il est magnifique. Il va falloir, il se tricote en sport. Voilà. Ensuite, j'ai flashé sur le Bright Sweater de Junko Okamoto, qui est un pull, je dirais que c'est un yoke, du coup il n'y a pas vraiment de... Non, il n'y a pas de raglan. Avec un jeu de torsade en fait au niveau du yoke et également sur les épaules. Alors il y a des torsades et comme des mini noppes, vraiment des toutes petites, pas des grosses. Enfin, je suis pas très fan de la noppe qui pend, tu vois ce que je veux dire. C'est pas des noppes. C'est pas des noppes, ça a l'air d'être le fil enroulé autour de torsade. C'est très très beau. Il est présenté en blanc et j'ai l'impression qu'en blanc il est magnifique. Alors, il a été tricoté 600 fois, donc il y a peut-être des gens qui l'ont tricoté dans une autre couleur. Ouais, je vois du bleu. Enfin, il est très 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 beau. En rouge aussi. Il se tricote lui aussi en sport. J'ai également flashé sur un bonnet. En ce moment, j'en ai aussi marre de mon bonnet, évidemment. Je m'en étais fait un autre dans ma laine filet main. Et je l'aime toujours pas non plus. Alors, je sais pas si c'est que j'aime pas ma tête avec un bonnet ou si j'ai pas trouvé le bon modèle de bonnet, je ne sais pas. Mais là, il s'agit du Lenny de Isabelle Kramer, qui est un bonnet qui se tricote en lace et fingering tenus ensemble. Et alors, en fait, j'ai l'impression qu'il a des côtes, mais les côtes sont intérieures. Donc il y a des côtes à l'intérieur pour que le bonnet se tienne, mais après c'est du jersey directement. Et il y a un tout petit jeu c'est des mini torsades qui font un tout petit motif, mais qui est très 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 mignon. Puis alors elle l'a fait avec un gros pompon, un pompon poilu en haut, que je trouve très joli. Ensuite, j'ai également flashé, comme à peu près, je pense, la moitié de l'Instagram du tricot, sur le Bubble Cowl de Steven West, qui est donc un col qui se tricote en decay, avec son motif de bubble, qu'il a un petit peu décliné dans plein de modèles, mais qui est très très joli. Et en fait, l'idée, c'est que déjà, c'est pas un col... je vais pas dire qu'il est aérodynamique, mais en gros, il est plus court
devant et plus long derrière, comme ça il prend bien en fait tout le cou. Et alors l'idée c'est qu'on peut soit le tricoter dans, alors je sais pas, il y en a un qui est tricoté dans 1, 2, 3, 4, 5, dans 6 couleurs, donc qui se répète en fait, qui tourne, ou alors il propose d'utiliser ses restes en fait. Et pro tip pour vous chez vous, en fait la diquette ce n'est rien d'autre que de la fingering tenue double. Donc si vous avez plein de restes de fingering, c'est faisable. Voilà, il est top. Il est top, les photos de Steven West sont toujours aussi dingues. Enfin, et si vous aimez pas l'effet plus haut dans le dos, en fait j'ai l'impression que il a la version Infinity qui est double en fait. Donc voilà. Ensuite, je pouvais pas faire ce podcast sans parler du e-book, enfin du patron slash e-book qu'a sorti mon amie Sofiana, qui s'appelle donc Sautricot, ma première chaussette, qui est en fait le patron pour apprendre à tricoter, enfin pour se mettre en fait à tricoter des chaussettes. Vous êtes nombreux à me demander, notamment, me parler, toujours me demander voilà quel patron j'utilise, mais c'est vrai que j'utilise un patron en anglais qui en plus j'ai adapté. Mais si vous vous lancez dans les chaussettes, si vraiment vous n'y connaissez rien ou que ça vous fait peur, vous avez tout en fait dans cette espèce de bundle. Vous avez en fait déjà 2 patrons, donc un qui commence par la pointe, l'autre qui commence par les côtes. Vous avez en fait au départ tout ce qui est préparation, donc bien choisir le matériel, bien choisir la laine, trouver la bonne taille à tricoter. Il y a il y a toute une explication sur les termes en fait, qu'est-ce qu'on appelle le gousset, qu'est-ce qu'on appelle la tige. Donc vous avez vos 2 recettes, donc en toe-up ou en curve down, qui sont déclinées en 3 tailles. Et en plus de ça, chaque technique est expliquée en photo et en vidéo. Je veux dire, là, à part le tricoter pour vous, on peut pas faire mieux, quoi. Donc je vous le recommande vraiment, vraiment à fond. Je sais que Sofiana l'a fait tester par des gens qui étaient vraiment débutants en tricot, qui n'avaient jamais fait de chaussettes et qui s'en sont très bien sortis en fait. Parce que voilà, les passages techniques sont expliqués en vidéo, sont expliqués en photo, donc il n'y a pas de raison. Je vous le recommande fortement, fortement, fortement. Et pour mon dernier coup de cœur de ce podcast, j'ai le So Basic Sweater de Maxime Cyr, qui est donc un pull pour homme. Et comme son nom l'indique très très bien, c'est vraiment un basique, c'est le raglan basique en fait pour homme, qui a quand même des petits détails. Donc lui a mis une petite poche, alors je sais pas si c'est un cuir, c'est du faux cuir, mais lui il a plaqué en fait une petite poche en cuir, en faux cuir du coup, sur le devant. Et il y a en fait les manches sont faites en côte, ça doit être je sais pas moi peut-être du 6/1. Donc en fait vous avez en fait cet effet, vous avez les lignes sur les manches, qui est très 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 joli. Je me suis pas mal renseignée sur ce pull, puisqu'en fait un de mes oncles m'a commandé un pull, m'a demandé si je pouvais lui tricoter un pull. Et on s'est décidé sur ce modèle-là, donc il va arriver incessamment sous peu ou non sur mes aiguilles. Il se tricote en fingering. D'ailleurs, si vous cherchez des pulls pour hommes, ce que fait Maxime Cyr, c'est quand même vachement beau. Je recommande. Parce que c'est pas toujours le cas sur les patrons présentés sur Ravelry. Et donc, après tout ça, voilà mes 14 à peu près coups de cœur ces derniers temps, donc depuis je pense 2 mois sur Ravelry. Il y en avait plus, mais j'ai fait le tri parce que je pouvais pas tout vous montrer. Avant de passer au bruit des aiguilles, j'avais une petite partie recommandation très rapide, hein, parce que la dernière fois ça avait eu l'air de vous plaire quand même. Mes petites recommandations des derniers moments, notamment en lecture, hein, il s'agit du livre Civilisation de Laurent Binet. Alors, il me semble qu'il a gagné le prix de l'Académie française.
pour son roman donc, qui est une uchronie en fait, et qui... donc Laurent Binet a imaginé en fait comment serait le monde si Christophe Colomb n'avait pas découvert l'Amérique. Moi j'ai trouvé super. Alors moi je l'ai écouté en livre audio parce que j'arrive plus vraiment à lire, mais du coup j'écoute pas mal de choses quand je teins, quand je tricote, quand je fais toutes les manips qui sont liées au travail de la laine. Et j'ai trouvé ça très sympa parce qu'en fait le livre est découpé en plusieurs parties et à chaque fois les parties sont écrites dans un style historique. Par exemple la première partie en fait c'est une saga viking, c'est écrit dans le genre des sagas vikings, etc. etc. Je le recommande beaucoup et c'est intéressant en fait de voir toutes les choses qui... Enfin, je trouve le concept des uchronies toujours très sympa en fait, de se dire et si les choses ne s'étaient pas passées comme ça. Je sais que j'ai commencé une série et que j'ai pas encore continué parce que je la regarde avec un ami, qui est en fait et si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Où en fait ça se passe aux États-Unis, on se retrouve avec les États-Unis qui sont coupés en deux, donc d'un côté la côte, enfin une partie ouest qui est donc allemande et la partie est qui est, je suis en train de nous faire tout à l'envers, la partie est est allemande et la partie ouest et japonais. Ça s'appelle, comment ça s'appelle, je sais plus, j'essaierai de vous mettre le nom, j'avais pas prévu d'en parler donc j'avais pas noté les références. Il y a un du château, je sais plus, je vous mettrai ça. Et ma deuxième recommandation, c'est un podcast, parce que vous connaissez mon amour pour les podcasts, et c'est le podcast Distorsion, qui est un podcast, combien de fois je peux dire podcast dans cette section, qui est une production québécoise, un podcast animé par 2 Québécois, et ce sont en fait les histoires mystérieuses de l'ère numérique, donc c'est un petit peu, je sais pas moi, affaires sensibles, mais avec une production non professionnelle, enfin, amateur, parce que c'est 2 gars qui font ça chez eux, à l'ère du numérique avec l'accent québécois au-dessus. Moi j'aime beaucoup, ils me font à la fois beaucoup rire et à la fois j'aime bien leur point de vue sur les affaires. Voilà, si vous voulez un petit peu voyager dans vos oreilles et écouter des accents différents, je vous recommande Distorsion. C'est des épisodes qui durent en moyenne peut-être 1 heure, je pense. On va passer du coup au bruit des aiguilles, aux nouveautés. Donc si vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'avais fait un appel aux dons, aux tips en vrai, sur mon Ko-fi pour m'aider à financer la construction d'un moulin à ourdir que donc mon frère a construit. Et beaucoup de personnes me demandaient en fait comment ça marchait, donc j'ai fait une vidéo que je vais vous insérer.
maintenant en fait avec Moundir, parce que j'ai décidé de l'appeler Moundir, parce que moulin à ourdir, puis ça me faisait rire. Avec Moundir maintenant je peux faire plus de 4 rayures. Donc là je me suis un petit peu lancée dans les 6. Je pense que 8 ça va peut-être être un peu juste, et puis il y a un moment où accorder 8 couleurs entre elles, ça va finir par être compliqué. Mais déjà dans les 6 rayures je m'éclate à fond. Donc vous avez déjà vu à Oru que j'ai sorti du coup là lors du dernier réassort. J'ai également fait des essais sur ce coloris là. Je vous montrerai, j'essaierai de vous insérer en fait la partie où on voit l'enchaînement des couleurs. Il commence à faire sombre un petit peu, hein. Ah, beaucoup mieux. Donc je sais pas, en fait il y a vraiment une grosse tache du vert foncé, donc je sais pas si je garderai ou si je... Voilà, j'ai pas encore décidé, vous voyez, je lui ai pas encore donné de nom. Mais voilà, je fais des essais, je m'amuse. Donc voilà, je voulais parler de ça. Et également, du coup, cette année, j'aimerais bien faire des kits tous les mois. Donc j'avais déjà fait un kit de Noël en décembre. Et là, le kit de janvier, il était dans une enveloppe parce qu'en fait, le dernier a été vendu tout à l'heure. Il faut que j'en refasse. Le kit de janvier, en fait, j'ai envie de leur donner des thèmes à chaque fois. Et le thème de janvier, c'était la santé mentale. Donc en fait j'ai mis ensemble Take Care et Anxiety is a Liar. Take Care en fait c'est prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et puis Anxiety is a Liar, c'est toujours de se rappeler que l'anxiété c'est une sale petite menteuse et qu'il faut pas la croire. Et j'ai rajouté avec du coup un mini en grège et un mini rouge. Voilà pour ce qui est des nouveautés. Je vais vous montrer, comme j'avais fait un petit peu la dernière fois, ce qui me reste sur la boutique. Donc on va voir ça maintenant.
voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ce podcast n'aura pas été trop long. J'espère revenir vous voir plus rapidement que la dernière fois. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Et puis, bonne